Amis auditeurs de Radio AM, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Offshore le professeur Hamid Tammar, ancien officier de l'ILN, ancien ministre. Professeur Tammar, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons tenu à Radio AM à revenir sur le parcours du défunt président Abdelaziz Bouteflika, une figure importante, et d'en parler avec une personne qu'il a bien connue. Vous êtes sans doute une des personnes qui a le mieux connu Abdelaziz Bouteflika, Monsieur Tammar. Vous avez été lycéen en même temps que lui à Oujda au début des années 50, entre le collège et le lycée. Mais avant de revenir sur le parcours d'Abdelaziz Bouteflika, je voulais avoir votre sentiment lorsque vous avez regardé cette cérémonie. Vous n'avez pas pu y assister, vous êtes à l'étranger. Quel est le sentiment que vous avez reçu en tant qu'ami et proche j'estime qu'il fallait faire le nécessaire, c'est-à-dire du funérailles national. Non pas parce que c'est lui ou pas lui, c'est un président de la République. Et si nous sommes organisés sur le plan de l'État, l'État a des rites. Et il faut appliquer ces rites, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, lorsque Staline est mort, tout le monde haïssait, mais ils lui ont donné la part qu'il méritait au moment de sa mort. Enfin bon, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais je regrette. Mais enfin, ce qui a été fait quand même pas mal, le fait qu'il y ait 3 jours, qu'on l'enterre au carré des martyrs, c'est quand même quelque chose de bien. Voilà. J'aurais voulu un peu plus, parce que c'est un chef d'État. Lui ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais c'est un chef d'État. Voilà ce que de l'Algérie, indépendante, et parce qu'il a été surtout, malgré tout, un officier de l'armée de libération nationale et a participé à la libération de notre pays. Voilà. Alors, les origines d'Abdelaziz Bouteflika, on a bien compris, famille nombreuse, c'est un enfant espiègle, très intelligent, on le voit tout de suite, même sur les clichés, ça se voit à vue d'œil. C'est rapidement devenu votre ami, Abdelaziz Bouteflika, j'imagine. À Oujda, nous étions une communauté d'Algériens, n'est-ce pas? Et donc, tous les jeunes Algériens se connaissaient, se rencontraient. Comme je vous le disais, il y avait même un orphelinat qui avait été organisé. Il y avait un système de solidarité au sein de la communauté algérienne d'Oujda qui fait que tout le monde se connaissait. C'est-à-dire, puis rappelez-vous, ces temps-ci, c'est pas comme aujourd'hui. Je sortais avec mes copains, s'il m'arrivait de fumer une cigarette et que n'importe quel autre Algérien, automatiquement, mon père le savait. Donc, nous étions toujours ensemble. Enfin, les enfants, les Algériens étaient ensemble, on était au même mouvement, aux mêmes célébrations, etc., etc. Alors, à propos des mouvements, professeur, Abdelaziz Bouteflika s'est inscrit, a pris sa carte au parti d'Istiqlal à un moment donné, avant le déclenchement de la Révolution. Moi, je vous parlais d'Abdelaziz lorsque on a créé l'UGMA. C'était certainement un des fondateurs de la cellule de l'UGMA à Oujda. C'était certainement aussi celui qui, avec Rib, avait décidé que nous allions rapidement à la grève des étudiants lorsque la grève a été décidée en 1956. Donc, incontestablement, c'était par rapport à notre groupe de l'époque, nous étions des gamins, hein, c'est certain, incontestablement, il était un cran au-dessus. C'est ce que je pourrais dire du point de vue de la conscience à 19 ans. Non, mais beaucoup plus jeune, même à l'âge de 15-16 ans, il y avait quand même un intérêt au mouvement, parce que notre mouvement de libération était marocain à ce moment-là. Si vous voulez, il y avait la Main Rouge, il y avait la Légion étrangère, nous étions contrôlés, etc. C'était avant. Et donc, à ce moment-là, incontestablement, il y avait un sentiment d'appartenance à une nation qu'il fallait libérer coûte que coûte. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous étions comme ça, à Alger, à Oujda, nous étions tous vraiment militants, tous prêts, si vous voulez, probablement parce que nous étions loin. Voilà. Alors, vous avez fait votre formation militaire, j'imagine, ensemble, mais à un moment donné, vos itinéraires vont se séparer. Non, nous n'avons pas fait notre... Non, moi j'ai rejoint l'école des cadres de l'armée, de la nation, dans lequel il y avait une formation politique, une formation militaire. Je dis d'ailleurs, je vous informe, que j'ai été major 2e au politique, et avec le politique et militaire, j'étais major de la promotion.
D'accord. pour l'anecdote. Et puis, mais lui, tandis que lui, il a rejoint directement, un an avant moi, en 56, il avait rejoint directement l'état-major de la Wilaya 5. Tandis que personnellement, j'ai rejoint l'école des cadres de la nation à ce moment-là. Voilà. Alors, Donc, on ne sait pas, nous sommes rencontrés au sein de l'ALN, mais simplement lui en tant qu'état-major et moi en tant que cadre du MALG et des renseignements. très bien. Et alors, vous savez, vous avez une idée, j'imagine, sur comment il a été coopté. Est-ce que c'est Boussouf qui l'a repéré? Est-ce que c'est Boumediene? Comment il s'est retrouvé à être contrôleur de la Wilaya 5? C'est plus tard, n'est-ce pas? Il a été effectivement coopté par Boussouf et il a rejoint immédiatement l'état-major de la Wilaya 5. Et dans ce cadre, il a certainement, il était brillant en arabe. Hein. Alors, à ce moment-là où le français dominait complètement. Il était redoutable en arabe, il participait à des théâtre du lycée en arabe. Il était, donc de ce point de vue-là, sa conscience politique, c'était un homme d'une très grande logique quand il était jeune. Il était, comme je vous le disais, était incontestablement plus mûr que nous sur le plan politique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, quand il a rejoint, il a brillé immédiatement, je pense, à le repérer au sein de la. Alors, on lui a beaucoup fait le je suppose, hein. Oui, on lui a beaucoup fait le reproche, enfin c'est un reproche qu'il partage d'ailleurs avec tout l'état-major de la Wilaya 5, de n'a pas avoir fait le coup de feu à l'intérieur de la Wilaya 5 en Algérie, mais d'être resté tout le temps à l'extérieur. Il y a eu un épisode qui a été évoqué sur une incursion dans le territoire de la Wilaya 5. Est-ce que vous connaissez un peu, notamment cet épisode évoqué par Hamid Al-Ayashi quand il l'a rencontré sur le plateau de l'ENTV, quand il était candidat en 1999, il lui a parlé... Je suis désolé, mais je vous entends pas très bien. C'est entrecoupé. C'est entrecoupé. On va attendre que la connexion... On va attendre un petit peu que la connexion revienne. On va reprendre cela. Ma question porte sur... le rôle qu'il a joué à cette moment-là, on va avancer, le rôle qu'il a joué dans l'état-major, Hamid Al-Ayashi lui a attribué un fait d'avoir été pour quelque chose dans le jugement et la condamnation de 2 officiers de l'ALN. Il l'a évoqué sur le plateau de l'ENTV en 1999 quand il était candidat. Est-ce que vous l'avez entendu parler de cela? Est-ce que ça l'a affecté d'avoir été plus ou moins accusé d'avoir été un peu le bourreau de 2 officiers de l'ALN? Sincèrement, j'ignore complètement. Je ne sais pas. Parce que moi, nous étions le MARG, et le MARG, c'était une entité en soi. J'avoue, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, très sincèrement. Alors, il y a eu les années de Bouteflika en tant que ministre des Affaires étrangères. Vous étiez aussi à ce moment-là en Algérie. On parle des années 70, du développement. Oui. Il se dit que Abdelaziz Bouteflika ne partageait pas les vues dominantes de notamment Bled Abdeslam. D'ailleurs, Bled Abdeslam l'évoque dans ses articles comme étant quelqu'un de tiède sur ses options économiques. Est-ce que c'était à ce moment-là quelqu'un qui avait sa petite musique dans le Conseil de la Révolution? Non, il avait une grande musique, certainement. Non, il a commencé par être ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation populaire. Et là, j'étais dans son cabinet pendant à peu près 1 an et demi, je crois. Je ne sais pas combien ça a duré, mais 1 an et demi ou 2 ans, avant de rejoindre les affaires étrangères. Et à ce moment-là, moi-même, j'avais commencé, je préparais ma licence en droit, option économique, et donc je n'ai pas pu le suivre aux affaires étrangères. J'ai rejoint le parti où j'étais responsable du secrétariat économique du comité central du parti avec Sernejo, pas Morad, Sernejo, pas Abdelatif, Sernejo Morad, qui est actuellement. Donc, mais il est clair que c'était quelqu'un d'un très grand poids dans la décision, avec Medegri de la décision du président. C'était le triumvirat qui décidait sincèrement de tout. Et il a été, bien sûr, certainement très, très actif dans le coup d'État qui a été perpétré contre le président Ben Bella. Hamid Temmar, est-ce que vous savez pourquoi il a été démis de ses fonctions par Ahmed Ben Bella le 28 mai 1965? Oh ben, simplement parce que, à mon avis, il n'y a rien d'autre que le fait qu'il soit puissant et qu'il ait critiqué un petit peu
il n'était, vous savez, un certain, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être pas, mais immédiatement après l'indépendance, on était envahi par des groupuscules d'extrême gauche, essentiellement français, d'extrême gauche, n'est-ce pas? Et nous étions tous agacés par ça. Nous étions tous plus ou moins marxistes à l'époque. Vous savez, nous étions tous, nous pensions tous que l'Union soviétique avait résolu tous les problèmes. Il fallait absolument aller dans cette direction. Il n'y en avait pas un seul qui pensait le contraire. Et la notion de libéralisme apparaissait à ce moment-là comme pratiquement un anathème. Parler de libéralisme, c'est parler de capitalisme, etc., etc. Et incontestablement, Ben Bella était entouré de ces groupuscules qui étaient venus et d'aller à l'autogestion, qui était déjà une manière, si vous voulez, de bypasser l'approche orthodoxe qui était à ce moment-là consacrée en matière de socialisme, un État, et cet État, c'était l'État-nation, le parti État-nation, et donc effectivement tous ces groupuscules qui demandaient une libération, ils demandaient la liberté, mais dans un système qui était un système d'autogestion, un système, etc. Et là, je pense, à mon avis, que le fait que le président Ben Bella était ainsi entouré par ce groupe et donc n'adhérait pas du tout à une approche de type stalinien d'un État fort qui fait le socialisme et le construit, je pense a beaucoup joué dans la décision de le dépêcher. C'est une partie de la décision. Maintenant, évidemment, les rapports entre le président Boumedienne et lui-même, et Ben Bella, je veux dire, c'est une autre aventure. Hein. Oui, alors justement, peut-être un épisode, Hamid Temmar, la relation entre Bouteflika et Ben Bella, on connaît la relation entre Bouteflika et Boumedienne, mais entre Bouteflika et Ben Bella, on aurait pu imaginer qu'elle soit plus forte, parce que c'est quand même Abdelaziz Bouteflika qui, en 61 décembre, a réussi à sceller le pacte dans la prison d'Aulnoy, en France, entre l'état-major qui avait besoin d'une figure politique et puis Ahmed Ben Bella qui a apporté sa légitimité d'historique pour pouvoir s'emparer du pouvoir en 62. Donc il y avait une alliance quand même. Répondez à vous-même. Ils avaient besoin d'une figure charismatique. Mais il est clair que le groupe Boumedienne, Medegri Allah yarhamou, Si Abdelaziz Allah yarhamou et le quatrième larron Jamal était un groupe uni et indestructible. Et donc, vraiment, tout ce qui a été fait, ça a été fait entre eux et en décision de ce groupe. C'est clair. Et ce groupe rejetait les approches idéologiques que Boumedienne avait empruntées et souhaitait vraiment, et comprenait qu'il fallait aller vers une révolution de type léniniste, c'est-à-dire vraiment un État avec un État-parti, un parti-nation, d'un côté du parti, les organisations de masse qui continuaient le parti, et donc un système, réellement un système soviétique. Le problème est que nous avons échappé au système soviétique simplement parce que nous ne nous sommes pas déclarés parti communiste. Alors que Cuba, à la même époque, avait dit « nous sommes un parti communiste », nous, le FLN, n'a jamais dit que nous étions un parti communiste. Au contraire, l'affirmation musulmane était bien là, de manière générale. Et d'ailleurs, pendant la LN, il faut bien comprendre, hein, je ne dirais pas 80%, mais une grande partie des journaux étaient là pour la nation et pour l'islam. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut oublier. C'est très important. À mon avis, dans l'analyse actuelle, on le bypasse un petit peu. La relation de Bouteflika a ces grandes questions. La nation, c'est clair qu'il était nationaliste, mais sa relation à la religion, à l'islam, alors il se dit beaucoup de choses là-dessus. Oui. Non, c'était un musulman comme nous l'étions tous, extrêmement musulman, mais dans la liberté la plus totale, et il n'était pas question d'aller à une idéologie islamiste. Ça n'existait même pas dans notre crâne, ni lui, ni nous tous, d'une manière générale. On était musulmans, point. Je suis musulman. Donc notre problème était réglé comme ça. Ce n'est que plus tard, évidemment, beaucoup plus tard, que ce problème de l'islamisme a commencé à apparaître sur le plan politique. Très bien. Alors, le parcours, alors est-ce que vous vous êtes perdu de vue à l'époque où il était au ministère des Affaires étrangères et qu'il voyageait beaucoup? On dit qu'à un moment donné, il séjournait longtemps à l'étranger et on ne le voyait plus beaucoup à Alger.
Oui, non, 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 je crois qu'à partir d'un certain moment, je ne pourrais pas vous donner la date, En mais il 1074. avait peur. Non, non, après la mort de Medegré, et Jamel qui a été écarté, il avait peur pour sa personne. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a eu évidemment cet événement du mariage de Sibundine avec une nouvelle étrangère qui cassait littéralement le groupe qu'il constituait. Ils ont senti ça comme une espèce de trahison du groupe. Et donc après la mort de Bedri, j'avoue, il, 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 il craignait, voilà. Je ne vais pas, je ne sais pas jusqu'à combien, mais incontestablement, il avait peur pour sa personne. Tout en restant très Enfin, proche c'est le de... sentiment que j'ai, hein. C'est le Oui. sentiment que j'ai, hein. Tout en restant très proche de Houari Boumediene. Tout en restant fidèle. Pardon? Tout en Ah oui, restant oui, non, fidèle. non, il y est resté fidèle. Mais sur ce plan-là, c'est Abdelaziz, il a un trait de caractère qu'on ne connaît pas de sa place. C'est un homme d'une très grande prudence et qui ne prend jamais des décisions comme ça. Il laisse le temps au temps. D'une manière, si c'est ce qui a été d'ailleurs un gros problème pour les réformes économiques plus tard, parce que les réformes économiques ne demandent pas du temps au temps. Il fallait les faire ou ne pas les faire de manière directe. Oui. Alors ça, c'est relativement nouveau. Alors, est-ce qu'il a souffert de l'accusation, justement, qui va peut-être lui coûter le fait de ne pas pouvoir devenir président au moment de la succession, l'accusation selon laquelle il aurait détourné les reliquats des ambassades? Non, Est-ce qu'il vous en, je a ne peux parlé? pas, non, je ne peux pas vous répondre parce que je ne le sais pas directement. Je pense, je ne sais pas, mais sincèrement, je n'en ai jamais parlé avec lui, donc je ne peux pas vous donner de réponse. Mais certainement, à mon avis, il a été touché. Enfin, on vous accuse quand même, vous êtes ministre des Affaires étrangères, on vous accuse d'avoir détourné de l'argent. C'est normal que vous soyez, surtout que le président de la Cour des comptes de l'époque, qui était un ancien du MAC d'ailleurs, était extrêmement virulent sur ce plan-là. On n'a pas très bien compris pourquoi, mais lui, il était très virulent. C'est tout ce que j'ai entendu. Je le portais là-dessus, je n'étais pas là. Sur ce plan-là, comme je vous dis. Est-ce que Abdelaziz Bouteflika a fait un lobbying auprès de ses amis pour accéder à la magistrature suprême en décembre 1978? Est-ce qu'il vous a touché? Est-ce qu'il a touché ses anciens amis pour essayer de faire pression au sein du comité central du FLN et emporter la décision? Je dois vous dire que toute cette époque, pas beaucoup vous répondre, parce que j'étais déjà parti à Londres, où j'avais séjourné presque 6 ans avant de repartir à New York pour y séjourner 20 ans. Donc ça, c'est une période où il m'est très difficile de pouvoir vous dire. Je ne peux pas connaître plus que vous et certainement moins que vous parce que vous avez certainement vécu cette époque-là directement à Alger. Alors que moi, je suis à Londres, soit à New York. Est-ce que vous étiez au courant, est-ce que vous avez consulté quand il a été approché après la démission de Zeroual pour être candidat? Est-ce qu'il a répondu directement ou est-ce qu'il a consulté certains de ses amis en décembre La première fois ou en fois définitive? 98, pas en 94? En 90. Moi, je ne peux pas vous dire s'il a consulté. Enfin, certainement, mais c'est un homme qui consulte. Vous savez, si vous le connaissez, il consulte les décisions tout seul. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense qu'il a bien refusé. Hein, il avait déjà refusé d'être président bien avant. Et à ce moment-là, le général Sanhaji, qui était un très grand ami et que d'une honnêteté absolument extraordinaire, avait joué un petit peu un rôle dans la première tentative qui avait échoué, mais le président ne jouerait pas le second rôle, où je suis, où je ne suis pas. Et quant à mon avis, mais ça c'est un avis sans plus, lorsque la deuxième fois on l'a sollicité, il sentait que la situation était bonne pour lui, et donc il a mis ses conditions, c'est qu'il soit un vrai président. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Si on lui avait dit à ce moment-là qu'il fallait qu'il joue les seconds rôles par rapport à la ANP, il n'aurait jamais accepté. Très bien. À mon avis. Mais il y a quand même eu, président. Il y a quand même eu toute cette année, enfin 8 mois, entre le mois d'avril et le mois de décembre, où il a été très difficile pour lui de constituer son premier gouvernement, au point où il est arrivé à s'en plaindre et à s'en ouvrir sur Reuters.
en disant qu'on m'empêche de former mon gouvernement. Vous avez bien connu cette période, vous étiez à la présidence, professeur. Oui, c'est bien difficile de vous dire, répondre là, que je n'étais pas là. Je ne peux pas vous dire, très sincèrement. Moi, entre avril et décembre 99? Pardon? Entre avril et décembre 99. Oui, oui, une fois qu'il a été élu. Je n'étais pas là, non, non. J'ai rejoint, ah oui, oui, c'est ça. Non, avril, mai, j'étais là, effectivement. Je venais avec on l'a rejoint à Crans-Montana et on est rentré avec lui de Crans-Montana sur Alger, où j'étais à la présidence, plus ou moins comme conseiller, mais on n'avait pas de titre à ce moment-là. On était là, c'est tout, quoi. On attendait, effectivement. Je reformule ma question. Je reformule ma question. Pourquoi 8 mois pour former le premier gouvernement? Est-ce que c'était l'ANP qui l'empêchait, comme il l'a quasiment dit explicitement? Je ne peux pas vous répondre, sincèrement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, vous êtes dans le premier gouvernement. Oui, enfin, pour le premier gouvernement, en ce qui me concerne, ça s'est fait en 2 mois. On est parti à New York pour la réunion de l'Assemblée. Et à ce moment-là, on a discuté avec Chakib Khalil, il y avait Abdel Latif, il y avait un certain nombre de personnes. Et déjà, il nous avait annoncé les couleurs de manière générale. D'ailleurs, moi, je ne devais pas être ministre du tout de la réforme, etc. J'étais le ministre des équipements, des trucs comme ça, et j'avais refusé en disant, j'en ai rien à foutre avec les équipements. Je vous propose mon poste. Et quand je lui ai proposé mon poste, c'était indicatif, vous savez. Quand je lui ai dit, voilà, il faut un ministre des réformes ou de coordination des réformes, comme ça se disait à ce moment-là, il acceptait. Ça n'a pas fait un pli. Dès que je lui ai dit, écoutez, moi, ces histoires de transport, de choses, etc., c'est pas moi. Je viens des Nations Unies où j'étais dans les politiques économiques et les politiques de réforme, donc je n'en connais rien. Mais dès que je lui ai proposé ça, il a tout de suite accepté. Je devais être ministre des Finances. Quand je suis arrivé, je m'étais expliqué abondamment des réformes et je remettais en question le système public. Il a préféré mettre Abdel Latif comme ministre des Finances. Et donc, quand je lui ai proposé d'être la coordination des réformes, il a accepté. Voilà exactement ce que je peux dire pour ce que je connais. Est-ce que vous diriez que c'est la meilleure période de la présidence de Bouteflika, le premier mandat? Écoutez, le premier mandat, à mon avis, il faut le juger tel quel. Ce n'est pas un mandat économique du tout. Même la réforme que je lui ai apportée, moi, n'était qu'une dimension politique. Le problème, en 1999 jusqu'à pratiquement 2002-2003, c'était le problème du retour à la stabilité et à la paix. Et son programme était celui-là. Donc, nous sommes allés à Crans-Montana pour parler des choses économiques. Évidemment, on se réunissait le soir. La préoccupation unique, c'était le retour de la paix et le pardon. Donc, il y avait la loi sur le Rahma, il a travaillé dessus ça. On a eu la concorde civile, on a eu la réforme sur la concorde civile en 1999, et puis, qui a été très bien acceptée. Hein, mais ensuite, il a sorti ce décret sur la grâce amnistiante. Et là, à ce moment-là, ça n'a pas été très bien accepté. C'est une grosse critique là-dessus. On estimait qu'on avait un petit peu trahi ceux qui ont été également liquidés. Mais je témoigne d'une chose simple, c'est qu'il était loin de cautionner la politique qui avait été pratiquée de répression systématique qu'il avait pris. Et bien des fois, il estimait qu'il fallait faire la part de la situation de l'époque. Voilà, ça j'en témoigne hein, d'une manière très très claire. Et puis ensuite, tout ça s'est terminé par la charte pour la paix et la réconciliation de 2005. Mais ce n'est pas la dimension politique. Ah, ce n'est pas la seule dimension politique. À côté de la dimension politique, il a mis en place, et c'est lui qui l'a demandé, je l'ai fait moi, j'étais responsable de cette opération, mais c'est lui qui m'a dit de le faire. C'est un plan pour le soutien à la relance économique. Et non, à ce moment-là, que j'ai fait avec Abdel Latif et d'autres collègues, c'est le développement local, c'est l'agriculture et c'est l'éducation. Pourquoi je vous dis le développement local, l'agriculture et l'éducation? Parce que c'est une politique de la reprise et de l'harmonisation
en dehors d'Alger. C'est-à-dire c'était les communautés locales qu'il fallait ramener dans le cadre de la paix. La réconciliation politique ne veut rien dire, ce n'est pas appuyé évidemment par des opérations économiques de construction locale qui donnaient ainsi la possibilité aux gens de comprendre que la paix est revenue. Ça, on l'oublie là aussi. Le programme de soutien de la seconde a été passé sous silence, mais c'est une dimension politique éminente dans l'approche de retour de la paix qu'il avait imaginé. Et ça, je dois te dire, c'était lui. Ce premier mandat est quand même, vous avez eu peur parce que vous avez perdu le soutien du chef d'état-major, le général Mohamed Al-Ammari, qui l'a ouvertement déclaré, et qui a soutenu le candidat Benflis, qui était votre Premier ministre à un moment donné, au début du mandat. Comment il a vécu? Oui. Comment Abdelaziz Bouteflika a vécu tout cela? Attendez, c'est devenu haché. Oui, je posais la question sur l'épisode, la discorde avec l'état-major, avec Mohamed Al-Ammari. Et le fait que... Avec Mohamed Al-Ammari, le chef d'état-major, oui, en 2003, oui, et qui a fait que l'armée, l'état-major a soutenu, enfin Al-Ammari a soutenu plutôt Ali Benflis, qui était l'ancien Premier ministre de Abdelaziz Bouteflika. Comment lui a vécu cet épisode? Je ne vous entends pas très bien, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il voulait être président, point. Et c'est évidemment, vous savez très bien, c'est un tacticien hors norme, c'est génial du point de vue de tactique. Contrairement à ce qu'on pense, sa vision stratégique n'était pas... Mais sur le plan tactique, il est clair qu'il a mis toute sa tactique à être un président. Non pas un président de l'armée, mais un président. Ça c'est certain. Donc, les manœuvres ou contre-manœuvres qui étaient derrière avec Benflis, etc., je veux bien en tenir compte, mais ça, lui, il voulait être président. Point. Sinon, il ne serait jamais d'ailleurs aventuré à venir. Donc, oui, est-ce que ça l'a inquiété quand même, la candidature de Benflis? Est-ce que ça l'a inquiété? Est-ce que ça l'a déstabilisé en 2004? Non. Inquiété, non. Comme il l'avait dit dans un discours, moi, j'ai tout le qui est avec moi. Je n'ai pas quelques-uns. Donc, il est clair qu'il avait un bras de fer. Mais son discipline, où il était président, ou il n'était pas président. Maintenant, il y a eu des tractations, des discussions, etc. Belkhir a joué un rôle extrêmement important dans ces arrière-cours, si je puis dire, que je ne connais pas, auquel je n'ai pas participé ni de près ni de loin, mais il a joué certainement un rôle. Mais d'une manière générale, je voudrais que la postérité retienne bien que le président Bouteflika voulait être président. Il était affirmatif, je ne veux pas être un président désigné par l'armée ou qui partage son pouvoir avec l'armée. Ça, c'est clair. Moi j'ai une thèse, je l'ai affirmée encore dans un papier. Bouteflika a profité d'une discorde entre l'état-major et le DRS au sujet du deuxième mandat. L'état-major a plutôt soutenu Ali Benflis et il semblerait que le général Tawfiq a plutôt compris que Abdelaziz Bouteflika était populaire et qu'il allait gagner les élections et donc il ne s'est pas opposé à sa réélection. Et donc il est devenu l'obligé du général Tawfiq, ce qui explique l'amnistie qui en fait a amnistié plus les généraux impliqués dans le contre-terrorisme extrajudiciaire que les terroristes eux-mêmes qui avaient déjà été amnistiés par la concorde civile. Est-ce que sa relation avec Tawfiq est devenue dépendante? Il est devenu dépendant de Tawfiq. Si vous pensez ça, vous pouvez le penser. Mais ce que je pense, moi, c'est qu'il était dépendant en rien, sincèrement. Il avait maté l'affaire, il l'avait en main. C'était le chef. C'est l'impression que j'ai. C'est peut-être que je me trompe, hein, très sincèrement. Hein. Mais il était le patron. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait derrière dont je n'étais pas informé? Je ne sais pas. Voilà ce que je peux vous répondre, c'est qu'il n'était dépendant en rien. Voilà. Et quand il a pris ses décisions, d'ailleurs économiques, parce que c'est là où j'étais concerné,
il les a toujours pris souverainement et non pas parce que Ouihya ou la Flan ou la Fertan lui donnaient des avis. Il prenait ses décisions. Il analysait bien, il prenait son temps, il n'y a pas de problème. Et tout le monde s'alignait. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des amalgames, des trucs comme ça, des interprétations, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais je n'étais pas au courant exactement. Mais ce que je peux témoigner de la personne à ce moment-là et de ses décisions au Conseil des ministres et au Conseil surtout un peu plus restreint, etc., lui, il était président. Il n'y a pas qu'il suive peut-être les conseils, etc. Mais comme je vous le dis, son idée, je lui donne un conseil. Un autre lui donne un conseil. Un autre lui donne un conseil. Il aime coucher et il décide. Mais c'est qui décide. Voilà. On ne peut pas accuser de dire son entourage, Magal son entourage, etc. Non. Il est un homme jusqu'à son AVC. Parce qu'après, l'affaire était terminée. Et je crois d'ailleurs, les gens oublient qu'il y a eu très tôt un premier AVC, dès 2006-2007. Et à ce moment-là, il avait déjà réduit un petit peu son champ de décision. Un peu, pas beaucoup. Mais après le deuxième AVC, continuer à parler encore de Bouteflika, le deuxième AVC, il n'était plus là, c'était terminé. C'est un autre monde qui a pris sa succession. Il était incapable de parler là-dessus. C'est pour ça qu'à mon avis, on ne peut juger ce président que de 2000 jusqu'à 2009. Voilà. Ah, 2009, pas au-delà. Alors, dans cette période, il y a quand même, sur le plan économique, peut-être déjà une première réflexion. En 2005-2006, Abdelaziz Bouteflika, qui a peut-être été un réformateur dans la première période, a cessé de l'être. Il a notamment changé d'attitude vis-à-vis des investissements étrangers. Il a renoncé à la loi sur les hydrocarbures. Et il est devenu étatiste quand le prix du pétrole est remonté. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que c'est très important que je puisse témoigner, parce que j'étais l'homme principal. Il n'y a pas personne ne peut, tout le monde peut faire des interprétations sur ce qui a été fait, évidemment, mais moi je vous dis ce qui est. À partir de 2003 jusqu'à 2008, nous avons démarré les réformes pour libéraliser l'économie d'une manière systématique. Et c'est lui qui le voulait. C'est-à-dire qu'à la limite, la stabilité, et en partie macroéconomique étant faite jusqu'en 2003, 2004 surtout, on s'est lancé dans les réformes. Et toutes ces réformes ont touché non seulement le système économique lui-même, mais dans le système, c'est-à-dire le système bancaire, le système foncier et le marché. Mais ils ont également touché les mesures de relance de la croissance, l'investissement, la mise à niveau des entreprises publiques, l'innovation et la privatisation des entreprises publiques. Est-ce que vous pensez que moi, je peux aller à une politique de privatisation qui est éminemment politique? La privatisation, c'est une technique de vente, mais c'est un problème politique. Est-ce que vous pouvez penser une seconde, avec ce que je viens de dire de lui, que je puisse, moi, aller à la privatisation sans qu'il donne son OK plein et entier? Il n'y a aucun... Les premiers ministres qu'il a eus ou les chefs de gouvernement, n'a qu'un point à la ligne. Bon, bien sûr, on peut détourner, ralentir, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Donc les réformes qui ont été faites à partir de 2004, je dirais, jusqu'à 2009, c'est Bouteflika qui les voulait. Ça a touché le système, c'est-à-dire la banque, le marché, le foncier, et ça a touché les politiques de relance. Parce qu'on a fait le code qui avait été fait en 2001 était encore repris en 2006. C'était pour le libérer totalement. Un texte, parce que toutes ces réformes que tout le monde a l'air de dire, il n'y a rien eu, les Algériens, le gouvernement Bader, mais enfin, on allait à nos ministères pour jouer aux dames ou le kivach. Mais c'est un travail de 7 heures du matin. Pourquoi vous situez l'inflexion à 2009? C'est la LFC, la loi de finances complémentaire de M. Ouihya, que vous considérez comme étant le virage? Voilà ce que je vous dis. La libéralisation était totale et c'était lui,
il a suivi tout le programme que je lui avais donné. Je lui avais venu avec une stratégie qui n'était pas la mienne. La stratégie des Nations Unies, c'est une stratégie, évidemment, qui a été bâtie à partir d'une quarantaine de pays qui étaient partis dans le même chemin. Et on avait fini de trouver quand même une façon de faire les choses qui s'était plus ou moins rachetée. Bon. À partir de 2008-2009, l'argent entrant en flot, et j'avais reçu d'ailleurs moi-même, comme d'autres ici, une note disant que maintenant, sachant que l'argent va être à flot, que je ne reviendrai plus là-dessus, etc. À ce moment, le président a tout arrêté. Mais c'est lui qui a arrêté. Mais il ne faut pas... Autant la libéralisation, c'était lui, totale et complète, autant il a bloqué tout, mais absolument tout, absolument à partir de 2009. Vous n'avez pas les bons conseillers à ce moment-là? De la décision du président. Vous avez perdu son oreille à ce moment-là, professeur? Il ne vous écoutez plus? Non, ça va, ça va. Non, je parle de Bouteflika. Est-ce qu'il a cessé de vous écouter à ce moment-là? Si j'avais perdu son oreille. Oui, à partir de 2009-2010, je vais vous dire une chose très franchement. Pourquoi je suis resté? Je devais partir, puisque c'était plus ma politique, je ne pouvais pas adhérer. Il a tout arrêté et nous sommes revenus, l'État est revenu en force. Mais en force, hein. Par exemple, l'investissement, c'était remis en question, 51, je ne sais pas trop combien. La mise à niveau, elle était passée au silence. L'innovation a été bloquée. La privatisation a été vraiment arrêtée d'une manière. Le système bancaire dont on devait privatiser au moins 2 petites banques, tout a été arrêté. En 2009, tout a été arrêté. Alors, évidemment, je devais partir. Qu'est-ce que j'avais à faire? Alors, à ce moment-là, je vais vous dire pourquoi il m'a gardé. Il a fait pression pour que je reste. C'est parce que, aux yeux du monde entier, j'étais un libéral. Et donc, il pouvait faire sa politique d'État avec un très bon paravent qui était moi, le libéral. Mais je n'étais qu'une excuse dans le gouvernement. À partir de 2010, je n'étais plus le ministre que j'étais. C'était fini. Un ministre, alors évidemment, je traînais la patte. De revenir au système étatique. Je traînais la patte. Est-ce que Tamar, on va dire quand même un mot sur la politique. Encore, est-ce que Bouteflika a changé quand il a obtenu de facto la révision de la Constitution qui lui garantissait la présidence à vie? Est-ce que ça a changé quelque chose dans son comportement? Je ne vous ai pas entendu, là. Je ne vous ai pas entendu. La révision de la Constitution qui a supprimé la limitation des 2 mandats. Quand il l'a obtenu en 2008, est-ce que ça a eu une incidence sur sa manière de gouverner? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que Bouteflika a changé? Oui, incontestablement. Non. À partir du moment où nos dirigeants... Et il faut dire que c'est Khalil a joué là-dedans. On dit que l'argent allait couler à flot pour toujours. Terminé. Alors pourquoi faire des réformes? Il a indiqué le flou. Pourquoi faire? Donc, on a arrêté les réformes et on est revenu à l'État et on est revenu à un système, probablement, qui était le système des années 70, amélioré par l'ouverture, par le secteur privé, etc. Mais l'État était partout à ce moment-là. Tout a été repris par l'État. Un exemple, le foncier. Un des gros problèmes de l'Algérie, c'est le foncier d'investissement. Alors, on avait mis en place une politique du foncier qui créait un marché virtuel, un marché. Et là, tout a été arrêté en 2009 et tout a été remis au Wali. Est-ce que toi, tu vas pas dans un pays où la terre est une denrée très rare, on remet la décision au Wali. Pas que les Wali ne savaient pas faire, il y avait un calcul à côté de ça. Mais une affaire nationale qui devait être traitée à niveau de gouvernement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, on peut peut-être me reprocher une chose, c'est sur le plan de l'investissement. Par exemple, évidemment, on a fait une loi, une ordonnance en 2006 qui libéralisait pratiquement. Cependant, je tenais à ce qu'on garde le CNI parce que c'était la seule possibilité pour nous de faire une sélection de ce dont avait l'Algérie, parce que l'étranger, c'est un investissement extrêmement dangereux, l'Algérie ne peut pas s'en passer, c'est clair.
Il faut l'investissement, mais c'est une politique très dangereuse parce qu'elle remet en question les équilibres et la dépendance économique de la nation à un moment où le problème des réformes qu'on était en place, c'était pour rendre l'Algérie plus indépendante sur le plan économique et aller à la diversification. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce plan-là, le CNI devait rester, à mon avis, et il fallait absolument refaire le système de contrôle d'investissement parce que le libéralisme, si vous permettez une petite seconde, une allégorie, le socialisme, il y a un professeur, il y a des élèves, et tout le monde obéit, terminé. La récréation, c'est le libéralisme. Mais est-ce que vous pouvez imaginer un libéralisme sans un surveillant qui soit là, qui précisément va évidemment administrer tout ça, enfin, coordonner tout ça de manière à ce qu'il y ait une coordination. Est-ce que Abdelaziz Bouteflika était au courant des pratiques délictueuses qui pesaient sur le ministre de l'Énergie, Chakib Khalil? Parce que c'est quand même un dossier qui l'a beaucoup affaibli, notamment dans sa relation au patron du DRS. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il était au courant? Écoutez, je peux vous dire une chose, c'est qu'à un certain moment, je ne me rappelle plus de la date, si Khalil devait être Premier ministre. Et puis en l'espace d'un mois, il ne l'était plus. Il était ministre, il n'y a aucun problème, un ministre très écouté parce qu'il était comme dans le domaine stratégique, qui était l'argent qui rentrait en Algérie, mais il n'était plus. Est-ce qu'il était je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que les réformes ont été faites parce qu'il les a voulues. Sur cette question, encore, Tamar, je peux vous envoyer la liste. Est-ce que le DRS aurait pu conduire une enquête aussi compliquée sur le ministère de l'Énergie sans l'accord de Bouteflika? Parce qu'il se dit que Bouteflika a laissé les services aller au bout de l'enquête et impliquer le patron de l'énergie. Mais je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, je ne sais pas du tout. Je sais incontestablement, c'est que le DRS, c'était lui le patron des DRS. Enfin, c'est beaucoup dire, hein, parce qu'on peut faire dire, c'est le DRS. Moi, vous savez que j'ai officier du KGB, je viens des renseignements. Vous savez, il reçoit son bulletin de tous les renseignements. Il est son patron des renseignements, pas celui-là seulement, mais et puis il prend ses décisions. Alors, je ne peux pas vous dire. Je peux pas. Oui, mais on a quand même vu qu'il y a eu l'épisode du mandat d'arrêt. Chakib Khalil est parti à l'étranger. Et puis, il y a eu sa réhabilitation. Donc, on peut imaginer qu'il était son protecteur, en dépit de tout. Je ne sais pas. Très bien. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez eu, après l'AVC, et votre départ du gouvernement, est-ce que vous avez continué à voir de temps à autre Abdelaziz Bouteflika? Non. J'étais un petit peu amer, très sincèrement, parce que j'avais l'impression d'avoir été trompé. Après avoir été appelé de Washington, j'étais à New York, puis je suis allé à Washington. Et j'avais son oreille, on discutait très souvent, etc. À partir de 2008-2009, les réformes ayant été arrêtées, je n'avais plus rien à faire. Donc à ce moment-là, d'ailleurs, mais j'étais obligé de rester, pour des pressions, inutile d'en parler personnel, mais il est clair qu'il n'y a plus eu de rapport. Il n'y a eu de rapport. Les quelques rapports que j'avais, je les avais avec si Ouihia, on discutait, mais si Ouihia lui-même ne faisait qu'exécuter, et Ouihia lui-même n'était jamais reçu par le président. Il recevait des coups de fil et les exécutait, point à la ligne. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Donc voilà un petit peu. Nous avons affaire à un homme qui est d'une intelligence extraordinaire, franchement au-dessus de la moyenne, il n'y a aucun doute là-dessus. Un homme qui est un patriote convaincu, a dit mais mais qui était évidemment un tacticien redoutable. Vraiment, moi je l'ai vu à l'œuvre quand il était à l'étranger, aux États-Unis ou même en Russie, à ce moment-là avec Poutine.
il est extraordinaire. C'est un plaisir de le voir, comment il manœuvre, il contre-manœuvre pour obtenir finalement ce qu'on veut en tant que délégation avant de partir. Voilà, de manière générale. C'est pour ça qu'à mon avis, juger Bouteflika seulement après son AVC, c'est pas juste. Alors, je vais quand même vous poser une question. Toute la période 90 Monsieur Temar, je vais poser quand même une question sur le régent du quatrième mandat, c'est-à-dire Saïd Bouteflika. Est-ce qu'il arrivait à Saïd Bouteflika de se rapprocher des amis, des anciens amis de Bouteflika pour prendre des conseils? Parce qu'il s'est retrouvé dans la position quasiment du président. On a vu qu'à la fin, au moment de la crise, au moment de la révolution du 22 février, il s'est retourné vers le général Toufir pour essayer de trouver une solution. Est-ce que pour d'autres questions, il vous a sollicité pendant les 4 années ou 5 années du quatrième mandat? Personnellement, j'ai coupé avec Saïd pratiquement en 2009-2010, définitivement. Je n'avais plus de rapport avec lui et je commençais à sentir que les choses commençaient à tourner parce que quand il y a trop d'argent, il y a trop d'argent. Le système est le même au Nigeria, il a été partout le même. À partir du moment où on est persuadé qu'il y a beaucoup d'argent et que l'État occupe totalement le terrain, c'était absolument prévisible. Nous ne l'avons pas vu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais personnellement, je dois dire que mon aventure de ministre s'est arrêté pratiquement en 2009, mais plus concrètement en 2010, 2011. Mais je suis resté comme ministre de la prévision, de la prospective, sous la pression, plus ou moins amicale, etc. Mais non, c'était prévisible. C'est-à-dire, il ne faut pas juger l'homme avant son AVC et après son AVC. Il ne faut pas non plus juger l'homme avant la montée extraordinaire et des prix du pétrole et ensuite leur chute définitive. Mais pendant la période faste de l'argent, nos dirigeants ont perdu le sens des choses. Au lieu de comprendre, comme la Banque mondiale, il faut le dire très franchement, il fallait profiter de cette période où il y avait de l'argent pour faire toutes nos réformes. Pourquoi? Parce que nos réformes font mal sur le plan social. Elles coûtent. Elle tape sur le pauvre. Alors, on avait justement cet argent pour pouvoir aller aux plus faibles et pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir ainsi traverser ces 10 années de réforme. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Bon, j'en suis désolé, mais la situation actuelle est une situation, à mon avis, qu'il faut imputer à partir de 2010. À partir de 2010, les choses ont mal tourné. Et il faut ajouter quand même l'AVC du président qui était et à mon avis, autour des abus, s'il avait été comme en 2005-2006, sans pleine connaissance de ses moyens, je pense. Hein. Oui. Ahmed Temar, on va vous poser une dernière question. Est-ce qu'il est arrivé à Abdelaziz Bouteflika d'exprimer des regrets sur quelque chose qu'il a fait en tant que chef d'État ou en tant qu'homme politique devant vous pendant ces plusieurs décennies de compagnonnage? Des doutes, oui, peut-être, mais des regrets, non. Jamais? C'était un homme de décision, vraiment. Des doutes, certainement, oui, comme ça en parlant. Par exemple, je peux témoigner d'une chose, c'est que à la fin du premier mandat, et quand il avait décidé de plier le deuxième mandat, nous étions dans un avion présidentiel, et puis il m'a appelé pour discuter, etc. Et il doutait de sa réélection, alors qu'elle était évidente, quoi, je veux dire. C'est pour vous dire que douter, certainement, toujours. Mais comme toujours, quand on prend des décisions qui sont des décisions à conséquences, mais des regrets, je ne sais pas. Je ne suis pas lui, évidemment, sincèrement. Voilà. Je vais quand même vous demander. Quelques éclairages. On est sur Radio M, donc une question. Le choix d'Abdelmadjid Tebboune comme Premier ministre, ce n'était pas Abdelaziz Bouteflika, c'était lui? On est en 2017, hein, vous êtes loin des affaires. À partir de 2010, non, à partir de 2010, je ne sais pas. Quand il était là,
évidemment, il avait pris des décisions qui étaient contraires. Mais je ne sais pas. C'est-à-dire à partir de 2010, je n'ai plus aucun avis possible à donner. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il ne faut pas juger la période Bouteflika d'un bloc. Non, il y a eu une période extrêmement positive, et puis son AVC et l'argent. Oh, mais c'était, vous savez, l'argent c'est terrible. Ben, par ailleurs, l'autoroute, enfin, l'autoroute, je ne sais pas si moi j'ai fait Alger-Orange, je l'ai faite 50 fois, 60 fois, mais c'est une autoroute qui est extraordinaire. Et je vais vous dire une chose, lorsqu'elle a été terminée, il y avait des bruits que ça coûtait très cher, etc., etc. Il m'a chargé moi-même, et j'en témoigne, pour trouver une boîte internationale pour faire l'évaluation de l'autoroute. Ben, l'évaluation qui est tombée, c'est qu'elle n'était pas chère. Elle était au-dessus au prix. Le prix était élevé, était dans la tranche, enfin, une fourchette, dans la fourchette. Donc haut, mais c'était, étant donné les exigences qu'on nous avait mis, était là. Maintenant qu'il y a eu effectivement des gros problèmes avec l'autoroute, surtout au sortie-est d'Alger, qui était une catastrophe criminelle, ce qui a été fait. Évidemment, moi je suis allé plusieurs fois trouver cette autoroute toute neuve qui était défoncée avec un creux, etc. C'était inimaginable. Mais il faut dire d'une manière, il fallait terminer le crime a été, il fallait finir. Non, pas il fallait prendre son temps. Mais ce que coûte un kilomètre d'autoroute, le prix est tellement élevé quand on voit ce que ça a coûté. Et on dit, voilà, des milliards dépensés. Mais enfin, des milliards sont allés comme des autoroutes, des aéroports, des lycées. Combien de lycées, combien d'écoles ont été construites? Tout ça. Ça n'a pas... Bon, maintenant, c'était le président des infrastructures. C'est Abdelatif Benachnou qui avait dit à un moment donné, c'était le président des infrastructures, mais qu'il fallait marquer une pause dans les infrastructures. C'est ce qui s'est fait contre le prix du pétrole. Répétez votre question. Non, c'est plus une question. Professeur Temmar, on est arrivé à la fin de cet entretien. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Vous avez quand même rendu un hommage à votre ami, le défunt président Abdelaziz Bouteflika. Je vous remercie beaucoup de s'être prêté à ces questions. J'imagine que c'est un exercice particulier. Je tiens à présenter nos excuses aux amis auditeurs. La qualité de la connexion avec Paris a été hachée à cause des orages qu'il y a en ce moment sur Alger. C'est comme ça que ça se passe. Mais on a tenu à maintenir cet entretien à cause de son caractère exclusif et extrêmement enrichissant. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie, au contraire, de m'avoir donné l'occasion de dire ce que je pense de toutes ces situations qui a été ma vie pendant pratiquement 12 ans en tant que ministre. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite vraiment bon courage. Merci. Yatik Saha.